Connaissez-vous la légende de Chaldie? Dans les hauts plateaux d'Éthiopie, on raconte qu'un jeune berger aurait remarqué le comportement étrange de son troupeau. Ces chèvres, d'ordinaire calmes, bondissaient d'énergie après avoir brouté les fruits rouges d'un arbuste inconnu. Curieux, il en mâche quelques-unes. L'effet est net, le cœur s'accélère, les yeux s'ouvrent, l'attention se fixe. Ce récit, transmis de génération en génération, marque le point de départ symbolique d'une plante millénaire, le café. Et plus encore, le café d'Éthiopie. C'est à Paris, dans un petit restaurant tenu par des membres de la communauté éthiopienne, que j'entends pour la première fois parler de Chaldie. Le lieu est simple mais chaleureux, niché entre deux rues calmes. Une lumière chaude filtre à travers les vitres. Sur les murs, des images accrochées qui racontent l'Éthiopie. Sur les tables, des nappes tissées aux motifs traditionnels. Et puis il y a cette odeur. Rien à voir avec l'odeur familière du café qu'on connaît ici. C'est plus végétal, plus brut. Ça évoque les feuilles séchées, un peu de fumée, un fond de terre chaude. Une senteur enveloppante et qui, dès l'entrée, vous ancre immédiatement dans le lieu. Me voilà ici, mais pourtant ailleurs, dans les régions montagneuses éthiopiennes. L'Éthiopie est l'un des plus vieux États d'Afrique enclavé dans la corne du continent. Elle partage ses frontières avec l'Érythrée, le Soudan, le Kenya et la Somalie. Avec plus de 120 millions d'habitants, le territoire est organisé en 12 régions administratives, largement fondées sur des identités ethno-linguistiques. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique de l'Est. On y parle plus de 80 langues et dialectes, amharique, oromo, tingriya, sidama et bien d'autres. L'agriculture occupe près de 70% de la population active. On y cultive du maïs, du sorgho, du teff et bien sûr du café. Mais les terres sont vulnérables. Érosion, sécheresse, pression démographique fragilisent les systèmes vivriers. Ces dernières années, des conflits ont éclaté, notamment du Tigré, faisant des milliers de morts et des millions de déplacés. Sur le mur du restaurant, une affiche retient notre attention. Le serveur nous explique qu'il s'agit de l'alphabet Fidal. Utilisé pour écrire l'amharique ou le tingriya, il comprend plus de 230 signes, chacun associant une consonne et une voyelle. C'est une écriture ancienne, issue du Ge'ez, langue liturgique. Elle structure non seulement la communication, mais aussi la transmission des savoirs. Chaque signe porte une sonorité, chaque son une mémoire. Arrive ensuite notre repas. Il se partage dans un grand plateau commun où chacun se sert. Au centre, l'injera, une large galette souple et un peu acide, habituellement faite à base de teff, une céréale endémique de la région des hauts plateaux. Elle fait office à la fois de pain et d'assiette. Après cette découverte culinaire, vivante, raffinée, on nous propose d'assister à un moment particulier, la cérémonie traditionnelle du café appelée Buna, un rituel quotidien, familial, mais profondément codifié. En Éthiopie, le plus souvent, c'est une femme qui l'initie. Elle torréfie les grains à la poêle, les pile, puis les infuse dans une djebena, une cafetière ventrue en terre noire, posée directement sur le feu. 3 services successifs rythment la cérémonie. Abol, Tona, Baraka. Le goût change, s'adoucit, le temps aussi. Ce n'est pas un moment bavard, on s'y retrouve pour écouter, sentir, ralentir. Ce jour-là, à Paris, la cérémonie est expliquée par le serveur qui nous présente chaque étape, ainsi que l'origine des grains et le rôle de la djebena. Il fait doucement passer la fumée du café fraîchement infusé devant nous, mais aussi devant les autres membres du restaurant. Le geste est lent, précis, presque solennel. Puis il place l'encens à côté.
et le café est servi dans de petites tasses sans anse. Ce n'est pas qu'une démonstration, c'est une transmission. On écoute, et là aussi le rythme ralentit. Pendant quelques instants, on prête attention aux détails, l'odeur, la chaleur, le silence entre chaque phase. En Éthiopie, le caféier arabica est un arbuste fragile. Il aime l'altitude, l'ombre, l'humidité. Il redoute le vent sec, la chaleur brute et l'exposition directe. Pour pousser, il cherche la forêt. Un couvert végétal, un sol souple, des arbres compagnons. L'Éthiopie est son territoire d'origine. Dans les forêts des régions de Kaffa, Sheka, Djima, les caféiers poussent encore à l'état sauvage, sans engrais, sans irrigation, sans rang aligné. Et dans le pays, on distingue aujourd'hui 4 systèmes agricoles liés au café. La récolte sauvage, où l'on se contente de cueillir les cerises mûres dans les bois. Le système semi-forestier, où les paysans nettoient le sous-bois, sélectionnent certains arbres, mais conservent la structure forestière intacte. Le jardin de café, cultivé à proximité des habitations. Et la plantation commerciale, plus intensive, plus récente, où les caféiers sont plantés en ligne, parfois à grande échelle. Le café n'est pas ici une simple culture d'exportation. Il est cueilli, torréfié, consommé localement. Il est offert aux invités, partagé entre voisins, transmis comme un savoir et un acte d'hospitalité. On estime que 15 millions de personnes vivent directement ou indirectement du café en Éthiopie. Et dans de nombreuses zones rurales, le café est la principale ressource économique, mais aussi un repère culturel. Aujourd'hui, la diaspora éthiopienne continue de faire vivre le café. À Paris, à New York ou Toronto, le Buna devient pont entre deux mondes. Tradition et exil, passé et présent. Un geste millénaire que l'on répète, sans toujours savoir qu'il nous relie à une forêt du sud-ouest éthiopien. Et qu'elle dit alors ? Comme toutes les légendes des mythes, peut-être a-t-il vraiment existé, peut-être pas, mais qu'importe. Sa légende continue d'ouvrir un espace où se rejoignent mythes, botanique, gestes et savoir. Car au fond, ce n'est pas seulement le café qu'on partage, c'est ce qu'il contient, une manière de voir, de transmettre et de rester en lien.